Présentation du plan de travail du nouveau ministre de la Justice Albin Chalandon. Le garde des Sceaux envisage de faire appel au secteur privé pour construire des prisons. Arrestation dans les Pyrénées-Atlantiques de l'un des principaux chefs historiques de l'organisation indépendantiste basque, ETA Militaire. Soutien populaire pour les maquettes des villes fortifiées installées à Lille. Pierre Mauroy prêt à aller devant la justice pour empêcher le transfert de ces maquettes à Paris. Des automobiles de Formule 1 qui roulent à l'économie. Alain Prost est toujours contre la limitation de la consommation. Jean-Marie Balestre, le président de la Fédération internationale automobile, en direct dans cette édition. Ce lundi 28 avril 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Janssen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. C'était très certainement la préoccupation essentielle de la plupart d'entre vous ces 2 derniers jours, le temps. Le temps qu'il fait, le temps pluvieux, le temps comparé à celui de jadis. Nous y sacrifions donc ce soir avec un constat en images d'un printemps qui a bien du mal à naître, des inondations souvent graves de conséquences pour les activités agricoles. Commentaire de Laurent Boussier. Les inondations, on connaît, mais comme celle-là, on n'avait jamais vu ça. Cette réflexion d'un habitant de la région bordelaise traduit bien la rapidité et l'ampleur de la montée des eaux dans tout le sud-ouest de la France. On ne compte plus les routes coupées, les habitations isolées que l'on doit ravitailler en bateau ou en hélicoptère et les cultures qui disparaissent sous 40 cm d'eau. Si le sud-ouest est la région la plus touchée, partout en France, les rivières et les fleuves atteignent leur cote d'alerte. Le Rhône a débordé à Avignon et à Dijon, le canal de Bourgogne est sorti de son lit. Il faut dire que ce mois d'avril a été le plus pluvieux de ces 10 dernières années. Sur ce terrain de sport, on ne sait plus si l'on doit jouer au football ou au water-polo, mais partout les secours s'organisent, d'autant plus facilement que l'eau a cessé de monter. On attend la décrue avec impatience et les compagnies d'assurance commencent à faire leur compte pour indemniser les victimes. Le garde des Sceaux, nouveau ministre de la Justice, Albin Chalandon, présentait aujourd'hui une sorte de programme de travail. Monsieur Chalandon entend bien obtenir, a-t-il assuré, un budget en rapport avec les exigences de la sécurité. Pour le ministre, la justice est condamnée au laxisme, forcé, faute d'argent et d'hommes. Monsieur Chalandon, tout en excluant toute juridiction spéciale, entend modifier un certain nombre de textes existants. Mais c'est vers le secteur privé que monsieur Chalandon se tourne pour améliorer la situation des prisons. Nous avons une pénurie actuellement de places dans les prisons qui nous oblige, ce qui est dramatique et ce qui va à l'encontre de tout ce que veulent les Français, c'est-à-dire la sécurité, qui nous oblige pratiquement à gérer la justice en fonction des prisons. C'est-à-dire quand les prisons sont pleines, lorsqu'on condamne quelqu'un, il faut mettre quelqu'un d'autre en liberté. Bon. Bien, pour sortir de ces situations, je vais mettre sur pied des formules de financement privé, soit dans le cadre de ce qu'on appelle le crédit bail, c'est-à-dire que l'État achète à terme, si je puis dire, soit simplement des gens qui soient propriétaires et qui louent à l'État, comme on loue d'ailleurs certains palais de justice ou certains hôtels des postes. Il n'y a rien de choquant à cela. Alors, ce besoin d'argent, Paul Lefebvre, c'est pas franchement nouveau au ministère de la Justice. Oh non, chef d'entreprise, le nouveau garde des Sceaux se trouve finalement confronté à la grande misère de la justice française. Il n'est pas le premier, loin de là. Il n'y a pas de véritable sécurité sans justice, a-t-il dit. J'ai trouvé en arrivant un budget catastrophique. Il va de soi que je ne pourrai pas poursuivre ma tâche si un effort n'est pas fait. Il ajoutera un peu plus tard, la justice est submergée sous l'ampleur de la tâche. Jusqu'à maintenant, elle était la victime expiatoire du budget. Belle formule, elle est vraie. À partir de là, on peut se demander si M. Chalandon a reçu des promesses fermes d'augmentation ou si, comme tout le monde, il en demande. L'argent mis à part, la politique du nouveau garde des Sceaux s'oriente autour de 3 grands principes. 1, pas de nouvelles grandes réformes pour l'instant. On fait la toilette des textes qui existent. 2, aucune liberté individuelle ne sera amputée par les nouvelles dispositions. Sans doute M. Chalandon pense-t-il là au texte de la lutte contre le terrorisme qui devrait être présenté au Parlement dans la 2e quinzaine de mai. 3e principe, le tour de vis. Albin Chalandon a été clair, je préfère des peines plus sévères réellement effectuées que des peines plus longues qui ne sont pas effectuées. Cette réflexion annonce sans aucun doute pour un peu plus tard de nouvelles dispositions sur les remises de peine, les libertés conditionnelles et les peines de substitution. En réalité,
Et c'est sans doute une forme de nouveauté, M. Chalandon va tenter de résoudre en gestionnaire les énormes problèmes qui se posent à l'institution judiciaire. Tâche peu facile, coincé qu'il va être entre le ministre des Finances, les pesanteurs, les impératifs du droit et enfin les exigences de l'opinion publique, en réalité de chaque Français qui veut qu'on juge vite et pas cher, tant que ce n'est pas lui qui est jugé. Je veux être l'homme de la sérénité, a dit M. Chalandon. Je crois franchement qu'il va lui en falloir beaucoup. Hier soir, près d'Arbonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, Domingo Tchomín a été arrêté par la police de l'air et des frontières. Il est considéré comme l'un des principaux chefs historiques de l'organisation indépendantiste basque ETA militaire. Enquête pour Antenne 2 au Pays basque français de Philippe Etcheverry. Sur les murs de Biarritz, Bayonne, Hendaye, partout ce même nom, Tchomín. On croyait le voir dans tout le Pays basque. Hier, le mythe est tombé dans un barrage policier, car Tchomín était une sorte de mythe. Tchomín, le chef présumé d'ETA militaire, le voici à sa sortie de prison en mars 83. Réfugié politique en France depuis 10 ans, rescapé de plusieurs attentats signés par les hommes du groupe antiterroriste de libération, le GAL, Tchomín avait organisé l'aile militaire de l'ETA dans les années 70. Depuis, selon les policiers, il était devenu l'autorité morale des séparatistes basques. Assigné à résidence à Tours, il avait disparu en février 85. En fait, il s'est fait épingler ici même. Selon la police de l'air et des frontières, cette interpellation n'est pas due à un simple contrôle d'identité. Le fruit de long travail de recherche qui a abouti hier. Mais ça, c'est le hasard du calendrier, si vous voulez. Hasard ou pas, cette interpellation survient 2 jours après l'attentat de Madrid, qui a fait 5 morts. 2 jours aussi après l'ouverture de négociations entre partis politiques basques espagnols. Précisément, Tchomín, au sein d'ETA militaire, était l'un de ceux qui voulaient ouvrir le dialogue avec Madrid. Notre problème de fond est et reste politique. Ce ne sera donc que par une négociation politique qu'on pourra le résoudre. Ce soir, Tchomín a quitté ses locaux de la police des frontières. Il vient d'être déféré au parquet de Bayonne. Il risque une peine de 6 mois à 3 ans de prison, ou peut-être même l'expulsion. Le gouvernement belge a décidé ce soir d'expulser 9 Libyens, dont 7 diplomates. En France, à Marseille, l'arrivée d'un bateau battant pavillon libyen a entraîné des mesures de sécurité particulières, tandis qu'à Toulon, ce sont les marins américains qui ont reçu des consignes supplémentaires de sécurité. Reportage Henri Bodiguel. La présence des bâtiments de la marine américaine dans le port de Marseille était prévue de longue date. Ces bateaux sont venus à quai pour effectuer des travaux d'entretien après avoir passé plusieurs mois en mer. Mais étant donné le contexte international, il a été jugé préférable de les placer à l'écart dans un des bassins du port. Ces 3 bâtiments de l'US Navy auraient terminé leur séjour sans susciter plus d'intérêt si un autre bateau n'était venu les rejoindre dans le port de Marseille. Un bateau dans un port, c'est normal, oui, mais celui-ci a la particularité d'être libyen. Et 3 bateaux américains plus un bateau libyen dans le même port, c'est pour le moins une situation délicate. Cela dit, l'arrivée du cargo libyen n'est pas non plus inopinée. Son séjour était prévu pour effectuer, lui aussi, des réparations. Seulement, avant de l'autoriser à venir s'amarrer, on a pris des précautions. Le navire a été fouillé de la soute à la passerelle et la partie immergée de sa coque a été soigneusement examinée par des plongeurs. En ville, mis à part la présence de la police maritime américaine, on pourrait ignorer que pareille situation de coexistence existe dans le port. Tout se passe normalement. Certes, pour accueillir les marins américains, des mesures de sécurité qualifiées de traditionnelles mais renforcées ont été prises. Du côté américain, on les estime d'ailleurs justifiées. Ah, bien sûr, il est évident que la sécurité est un peu en fonction du contexte international. Et il est aussi évident que le contexte international, quand même, est un peu difficile en ce moment. Donc on a le droit de supposer que les mesures de sécurité sont un peu plus rigoureuses cette fois-ci. Rigoureuses, mais apparemment faciles à supporter. Quant aux marins libyens, ils n'ont pas le droit de sortir la nuit. Ils ont le droit de se promener le jour, mais par groupe de 3 seulement, à condition encore de le faire entre 8 et 20 heures. Et à chaque fois, des policiers marseillais les suivent discrètement. Le tout se passait donc à Marseille. Le Premier ministre Jacques Chirac rassemblait cet après-midi à Paris tous les préfets, commissaires de la République au ministère de l'Intérieur. Monsieur Chirac a souligné les responsabilités particulières des préfets en matière de sécurité et d'ordre public. Le chef du gouvernement a également demandé à cette assemblée d'exercer pleinement son rôle au service de la politique de redressement qu'ils mettent actuellement en œuvre.
Le ministre délégué chargé de la sécurité, Robert Pandreau, a exprimé son accord pour toute coopération internationale concernant la lutte antiterroriste. Et M. Madeleine, le ministre de l'Industrie, n'a pas hésité à dire « Bravo Mitterrand » en commentant la déclaration à la presse japonaise de M. Mitterrand. Le président de la République souhaite une meilleure organisation antiterroriste internationale avec les polices, mais ne veut pas s'engager dans des actions que la France n'a pas librement décidées. Des propos tenus en perspective du sommet des pays industrialisés de Tokyo à la fin de la semaine. Madame Gendreau Massalou, qui est le nouveau porte-parole de l'Élysée, précisait aujourd'hui la position de M. Mitterrand compte tenu de la présence de Jacques Chirac à Tokyo. Vous savez bien que c'est le président de la République, d'une part, qui représente la France en premier chef, et que d'autre part, dans la mesure où ces problèmes intéressent aussi le gouvernement, la France n'a qu'un objectif, c'est de parler d'une seule voix, et je crois que c'est un mot important pour signifier son intention de manifester à la fois la continuité et le respect de la Constitution. Alors, propos du porte-parole de l'Élysée, déclaration de François Mitterrand au journal japonais. Chacun précise un petit peu, ainsi que Jacques Chirac, précise un peu ses positions avant Tokyo. Oui, c'est vrai, contrairement à la politique intérieure qui se joue, si j'ose dire, en mono, qui est définie exclusivement à Matignon, la politique étrangère nous renvoie depuis quelques jours un son stéréo qui nous vient à la fois de l'Élysée et de Matignon. Si François Mitterrand a éprouvé le besoin de s'exprimer sur le terrorisme à quelques jours du sommet de Tokyo, c'est parce que Jacques Chirac l'avait fait largement, un peu trop à son goût à l'heure de vérité, et ce week-end à Londres et à Milan. Situation inhabituelle pour les diplomates, mais aussi les journalistes, ceux qui ont assisté cet après-midi au briefing du porte-parole de l'Élysée sur le sommet de Tokyo, devront ainsi traverser la Seine demain pour écouter cette fois le porte-parole du Premier ministre. C'est une première, mais ils seront sans doute déçus ou rassurés. Deux briefings, peut-être c'est cela le son stéréo, mais une seule et même musique. Il n'y aura pas d'effet Larsen. On s'en est rendu compte lors du raid américain sur la Libye, quand le président et le Premier ministre ont refusé ensemble le survol des avions américains sur notre territoire. On s'en rendra compte à Tokyo, quand les deux hommes aborderont ensemble les moyens de lutter contre le terrorisme. Ils sont en effet condamnés à s'entendre, image de la France oblige, condamnés à parler d'une même voix, à défaut de parler d'une seule voix. Et sur ce chapitre, Paul, il faut ajouter cette déclaration de l'ambassadeur des États-Unis à Paris, M. Rogers. La déception américaine à la suite du refus français de laisser survoler le territoire aux bombardiers des États-Unis appartient au passé. Les liens avec la France, a dit l'ambassadeur, sont trop forts pour être mis en cause par cet incident. Aux États-Unis, le président Ronald Reagan a provoqué quelques surprises en s'entretenant par téléphone avec Ferdinand Marcos. L'ex-président des Philippines persiste à croire qu'il l'est toujours. Commentaire Philippe Lefebvre. 75 ans et un short qui valent bien une image. Ronald Reagan, sur les conseils de Nancy, se repose à Hawaï avant d'affronter Tokyo. Ce qui ne le met évidemment pas à l'abri des dérapages. Car à quelques kilomètres de là, en exil doré, il y a les Marcos. Ce qui devait arriver est arrivé, ils ne se rencontrent pas, non. Ça ferait jaser la presse. Alors, ils se téléphonent. Ce devait être une conversation privée entre amis, se désole-t-on aujourd'hui dans l'entourage du président américain. C'était mal connaître Marcos, qui convoque la télévision, annonce qu'il souhaite reprendre du service, qu'il s'ennuie en exil. La conversation dure une bonne demi-heure. Imelda, sa femme, va jusqu'à verser quelques larmes sur l'ébonite alors que Nancy Reagan lui parle de choses et d'autres. À l'extérieur, des fans hawaïens souhaitent qu'il rentre à Manille avec les honneurs. Rideau ? Non. Dans le même temps, à Manille et sur écran géant, des milliers de supporters souhaitent le retour de celui qui a dirigé les Philippines pendant 20 ans. Les temps, là-bas, sont favorables à la réaction. Le gouvernement de Mme Aquino ne s'est pas encore mis réellement en marche, l'économie n'est pas réellement repartie. Par ailleurs, aucun cessez-le-feu durable n'a été conclu avec la guérilla maoïste. L'ancien vice-président de Ferdinand Marcos trouve même les mots qu'il faut pour chauffer la foule, pas pour respecter la vérité historique. Aquino, dit-il, c'est la dictature. La démocratie, c'était avant. Les Philippins qui pleurent Marcos adorent les symboles et conspuent à leur façon le gouvernement Aquino. C'est oublier qu'aux Philippines, pour la majorité, Marcos se conjugue désormais au passé. À Port-au-Prince, en Haïti, l'opposition demande la démission du gouvernement après les manifestations de samedi dernier, manifestations qui ont fait 6 morts et 21 blessés, les forces de l'ordre ayant ouvert le feu sur un rassemblement d'une dizaine de milliers de personnes. Commentaire Philippe Gassou.
À l'origine, la marche pacifique devait commémorer le 23e anniversaire de la répression des Duvalier. D'un seul coup, le défilé devait basculer dans le drame. Un groupe menace d'investir la prison dans laquelle Duvalier détenait les politiques. Les grenades lacrymogènes partent, puis rapidement, les militaires ouvrent le feu. Ces images d'une autre époque, avec leur lot de victimes, sont mises à l'actif du pouvoir indécis. L'opposition dénonce les réminiscences duvalieristes, rappelle les promesses non tenues, pas de date pour les élections promises, pas non plus de réforme agraire, ni de relance de l'emploi. Le chef de la junte a beau prétendre que la manifestation était noyautée par des partisans d'un nouveau régime totalitaire, rien n'y fait. L'état de grâce semble passer. Le représentant des droits de l'homme en Haïti considère que le pouvoir a perdu toute autorité morale et toute crédibilité. Il est loin d'être le seul. Il y a des tensions internes à l'intérieur du système qui persistent. Le Conseil tel qu'il est maintenant est une création de Jean-Claude Duvalier. Alors il n'est pas tout à fait légitime, mais en même temps les mesures qu'il devrait prendre pour assurer sa légitimité ne sont pas possibles compte tenu des conditions dans lesquelles il est né. La solution pour sortir de la crise actuelle, ce sont des élections libres. Il faut fixer un calendrier électoral, il faut convoquer le peuple à donner une réponse claire à une question bien précise. Quel genre de gouvernement vous voulez à partir de maintenant? L'agence TASS à Moscou a annoncé ce soir qu'un accident avait eu lieu dans une centrale nucléaire soviétique. Cette centrale serait située dans la région de Kiev. Un des réacteurs atomiques aurait été endommagé. L'agence TASS souligne que des soins ont été prodigués aux victimes, mais sans préciser le nombre de personnes touchées. Il est très rare que l'agence soviétique TASS annonce de tels accidents. L'ancien Premier ministre Laurent Fabius est ce soir en Afrique du Sud à l'invitation du prix Nobel de la paix Desmond Tutu. Il n'aura pas de contact avec les membres du gouvernement. Près du Cap, de jeunes noirs ont lancé des pierres ce soir sur la voiture de M. Fabius qui est accompagné de Jacques Lang. Suspension des montants compensatoires sur le porc, les œufs et la volaille. Les ministres des Finances de la Communauté européenne ont décidé à Luxembourg une suspension jusqu'au 1er juin de ces montants compensatoires. C'est la première application concrète de l'accord sur les prix agricoles pour la campagne 86-87. Déflation en Allemagne. Au mois d'avril, les prix n'ont pas bougé en République fédérale allemande. La déflation donne sur un an 0,1%. Cela fait plus de 30 ans que l'on n'avait pas enregistré un tel résultat. Enfin, le rapport sur l'état des finances publiques qui avait été demandé par M. Jacques Chirac à M. Renaud de la Jeunière. Ce rapport sur l'état des finances publiques en France sera publié demain. Pour la première fois, des non-grévistes ont obtenu d'un tribunal des sanctions effectives contre des grévistes. Le mouvement de grève avait eu lieu en mars 1980 à Dreux, dans une entreprise fabriquant des composants pour téléviseurs. Il y a 1500 personnes employées dans cette société. Les non-grévistes estimant lésés ont obtenu des saisies sur salaire. Reportage de Jean-Pierre Métivet et Jean-Louis Bousser. Un conflit classique. C'était en 1980, dans cette filiale du groupe Philips, à Dreux. La direction y annonce 400 licenciements. Il y aura 5 jours de grève avec occupation. Moins classique, les non-grévistes réclament aux délégués syndicaux les prix de ces 5 journées de travail perdues. Après 6 années de procédure, ils viennent d'obtenir gain de cause. Le tribunal d'instance de Dreux ordonne des saisies-arrêts sur les salaires de ces 10 syndicalistes, qui doivent un total de 40 millions de centimes à 335 personnes. Ils vont se voir amputer leur salaire en fin de mois entre 1000 et 2000 francs par mois. Et ça pendant combien de temps? Et ceci pendant 4 ans environ. Mais à votre avis, pourquoi il y a un tel acharnement des non-grévistes à obtenir des indemnités? Il n'y a pas un acharnement des non-grévistes, c'est pas le terme. Il y a un noyau. Il y a un noyau de personnes qui sont à la tête de ça et qui sont sous la coupe de la direction, c'est évident. C'est évident que derrière ce groupe de personnes, c'est la direction qui manipule ces gens-là. Et qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche l'élimination de la CGT. Interrogée, la direction refuse de répondre. C'est une affaire entre ouvriers, déclare-t-elle. L'initiative de la plainte, elle revient à ce groupe d'agents de maîtrise et de cadres qui a voulu frapper au tiroir-caisse. Actuellement, plus ça va, plus ceux qui ferment les maisons pour faire de grève ou qui font des piquets de grève sont condamnés. Mais ça s'arrête là. Ce qui fait qu'ils se disent, on risque rien, on va se faire condamner. Qu'est-ce qu'on risque? C'est tout, ça s'arrête là. Mais ce coup-ci, on a voulu qu'ils sachent que maintenant, on ne se laisserait plus faire. Ils ont semé le désordre, il faut qu'ils payent. Un salarié sur 3 a suivi la maîtrise pour déposer plainte contre les délégués. Aujourd'hui, c'est la victoire d'un clan contre un autre. Une victoire qui laissera des traces sur le climat de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de la condamnation des délégués?
Ah oui, là c'est un petit peu gros quand même. Hein. C'est difficile à avaler quand même. Hein. Je pouvais pas aller travailler. Bon, bah, c'est normal que on m'a empêché de travailler. J'ai perdu de l'argent. Moi, à la fin du mois, j'ai des trucs à rembourser. Je trouve vraiment ça écœurant, quoi. Hein. D'avoir, comment dirais-je, d'avoir monté les ouvriers contre les ouvriers, c'est ça, quoi. Diviser pour mieux régner, quoi. Dernier recours des syndicalistes, ce pourvoir en cassation. La Cour pourra alors casser cet arrêt ou au contraire le maintenir. Mais pour l'instant, le recours n'est pas suspensif. Les saisies sur salaire commencent le mois prochain. À l'Assemblée nationale, le débat sur les ordonnances, prévu jusqu'à mercredi soir, avance tout doucement. 12 amendements en 2 heures, m'a précisé Daniel Brem. L'utilisation de l'article 49.3 pour couper court au débat paraît vraisemblable. Pour Michel Rocard, ces ordonnances et cet article 49.3 sont une véritable bombe à neutrons parlementaires. Les collèges vont faire l'objet d'un changement décidé par le ministre René Monory. Les 80 000 enseignants PEGC, c'est-à-dire professeurs d'enseignement général des collèges, seront peu à peu remplacés. Tous les enseignants pourraient être recrutés, comme pour le lycée, par le concours du CAPES. Pierre Mauroy, très satisfait du soutien populaire de plusieurs dizaines de milliers de personnes pour le maintien dans la ville de Lille du musée des maquettes de villes fortifiées, est prêt à aller devant la justice. Le secrétaire d'État à la communication, Philippe de Villiers, ayant annoncé que ces maquettes reviendraient aux Invalides. Explication de Pierre Champetier. Les hommes politiques n'auraient pas dû ouvrir cette boîte de Pandore. Il n'y a là-dedans que des joujoux faits de carton, de bois et de colle, mais des joujoux dangereux. Ils permettaient de simuler la guerre. Or, depuis qu'on les a sortis de leur grenier des Invalides, ces vieilles allumettes ne cessent de faire des étincelles. Protestation pour le transfert à Lille, protestation pour le rapatriement à Paris, on dirait une guerre de mouvement où les partis occupent à tour de rôle les positions adverses. C'est maintenant Lille qui se mobilise. Jacques Lang ouvre le feu vendredi en dénonçant l'offensive très grave faite à la ville et en évoquant, pour rire bien sûr, le droit à l'insurrection. De son côté, Pierre Mauroy menace de faire sonner le tocsin et se rempart avec le droit. Tant qu'il n'y aura pas de décision de droit, personne ne peut agir. Personne ne peut agir. Nous sommes dans un pays de droit et ce droit s'impose pour tous. Enfin, ce dimanche, grande manœuvre d'intimidation, 20 000 Lillois ont défilé en rang serré sur les lieux prévus pour le musée, en signant des pétitions pour le ministre. En face, c'est-à-dire au ministère de la Culture, on se défend de tout esprit de revanche, et l'on tente de saper l'offensive en pactisant avec l'ennemi. Nous comprenons tout à fait que les Lillois soient déçus. Et nous étudions des projets permettant au patrimoine artistique et culturel de la ville de Lille de s'y retrouver. La guerre des maquettes n'aura sans doute pas lieu, mais la simulation est bonne. La victoire d'Alain Prost sur le circuit italien d'Imola en championnat du monde de Formule 1 n'a pas modifié sa façon personnelle de penser. Le pilote français, champion du monde, est contre la limitation de la consommation. Lionel Chamoulot rappelle les conditions actuelles de la course avant que nous retrouvions en direct le président de la Fédération internationale, Jean-Marie Balestre. Des bolides au ralenti, des abandons à un tour de l'arrivée, un finish en roue libre. La panne sèche est au bout du circuit d'Imola. 195 litres d'essence au lieu de 220 l'année dernière et les pilotes sont obligés de conduire l'œil sur l'ordinateur de bord et de retenir leur machine. Avant, vous savez, pour gagner une course, pour gagner un championnat, il fallait tout avoir. Il fallait le pilote, les pneus, le châssis, le moteur, l'organisation, l'argent, enfin, etc. Alors que maintenant, ce que je voudrais pas, c'est que uniquement la consommation d'un moteur eh bien, prenne le pas sur tout le reste et qu'il y ait des pilotes et des écuries qui ne peuvent plus se battre avec d'autres arguments, c'est-à-dire un meilleur châssis ou un meilleur pilote, etc. C'est vrai que c'est dur de lever le pied pour un pilote de Formule 1, mais c'est le but de la manœuvre. Pour l'instant, en tout cas, le spectacle n'en pâtit pas. 3 grands prix disputés et 3 pilotes. 3 moteurs, 3 marques différents l'ont emporté. Hier, à Imola, avec 25 litres de moins que l'année dernière, les voitures tournaient 2 secondes plus vite au tour. À chaque changement de règlement, les ingénieurs des marques sont obligés de s'adapter, de trouver des trucs ou des astuces pour que la performance soit au moins égale. Les recherches sont tellement avancées que l'on parle de la mise au point d'un nouveau carburant plus sobre. Il serait le bienvenu pour la saison 1987. La consommation devrait être ramenée à 180 litres seulement.
Voilà, Lionel Chaboulot a établi le problème. Malheureusement, nous avons un autre problème, c'est que nous sommes en direct d'Ajaccio. Il vient de se produire une panne de secteur apparemment, et nous ne pouvons pas interroger M. Jean-Marie Ballès, qui avait bien volontiers répondu à notre demande afin de donner la position de la Fédération internationale. Je fais un essai. M. Ballès, est-ce que vous m'entendez? Je crois que nous n'avons pas la possibilité de réaliser cette interview avec M. Ballès. Ce sera peut-être pour demain. En attendant, je vous propose une visite au fond des mers, au fond de l'océan Indien. Il y a 250 ans, eh bien, il se trouvait un bateau de la Compagnie des Indes qui se dirigeait vers Amsterdam, chargé de vaisselle chinoise. Il y avait des milliers de pièces. Eh bien, des plongeurs sous-marins, chercheurs, ont retrouvé ces milliers de pièces chinoises qui étaient vendues aujourd'hui à Amsterdam chez Christie. Des pièces assez extraordinaires que l'on retrouvait donc 250 ans plus tard. Elles devaient pourtant, ces pièces, effectivement rejoindre Amsterdam. Elles y sont arrivées un peu plus tard. Pour le loto sportif, je vous signale que pour le nombre de jeux gagnants, il y en avait 7 et il y a eu 16 bons résultats sur les 16 bons résultats qu'il y avait à trouver. Et chaque jeu gagnant rapporte 777 975 francs. Voilà la grille du loto sportif pour les 16, 15, 14 et 13 bons résultats. C'est Gérard Rolls qui m'a demandé de vous en faire part. On retrouve la météo avec des images, je crois, Laurent, des images dans le ciel, un ciel bleu dégagé. Et oui, de très belles images qui devraient arriver d'un instant à l'autre, si on n'a pas de problème technique non plus, de la patrouille de France dans le ciel de Paris. De très belles images rares parce que le survol de la capitale est interdit normalement aux avions à toute altitude, mais la patrouille de France s'entraînait et faisait des images pour les archives des armées. Voici l'éclatement, le grand éclatement final de la patrouille de France. Vous voyez, c'est magnifique. 14,5 degrés, c'est la température moyenne prévue pour demain. On va regarder tout de suite la photo satellite. Vous allez voir, c'est pas beaucoup, mais il faut dire qu'il y a des nuages. Il y a des nuages sur l'est, comme ils s'entourent autour de cette dépression, ils vont y rester. Il y aura quelques nuages sur l'ouest, mais ceux-là sont très peu actifs. Alors tout de suite, la carte du temps prévue pour demain. Je vous le disais, mauvais temps sur l'ouest, ça continue avec de la pluie et des avalanches. C'est plus beau sur l'est malgré l'arrivée de nuages, peu ou pas d'averses et de très belles éclaircies, tout ça avec des vents d'ouest assez forts. On regarde tout de suite les températures, elles sont, je vous disais, 14,2 degrés en moyenne, c'est assez normal pour la saison, de 12 à 16 degrés sur la moitié nord et de 15 jusqu'à 18-19 sur la moitié sud. Encore plus vite, on passe à notre agenda. Demain, c'est le mardi 29 avril, le soleil se lève à 6h36, se couche à 21h01. C'est la Sainte Catherine de Sienne, alors fêterons les Catherines de Sienne. Merci Laurent. Je vous faisais presser car je crois que la liaison est rétablie avec Ajaccio. Monsieur le Président Balestre, je crois que vous m'entendez? Très bien. Bonsoir Monsieur le Président, vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter le reportage de Lionel Chaboulot, la position des pilotes, ils sont en colère, ils vous reprochent un petit peu de dénaturer par votre règlement le championnat du monde de Formule 1. Vous savez, les pilotes sont en colère, ils sont souvent en colère, les états d'âme des pilotes n'ont rien à voir avec les règlements. Nous avons eu un Grand Prix d'Italie extraordinaire, il y avait 120 000 spectateurs hier. On a fait les mêmes critiques l'année dernière avec le règlement. Vous savez que nous avons eu un championnat du monde 85 formidable, avec un Français qui a été champion du monde. Oui, mais alors ce Français, il vous conteste maintenant. Il dit que vous changez la nature même de la Formule 1, c'est plus un sprint. Oui, mais écoutez, il n'est pas seul. Il y a 40 pilotes qui attendent pour entrer en Formule 1. Si ce règlement ne lui plaît pas, il n'a qu'à faire autre chose. Nous avons 3 marques différentes qui ont gagné les 3 premiers Grands Prix. Nous avons eu des résultats avec 2 secondes de vitesse plus rapide au tour cette année et 4 fois le record du tour qui a été battu. Ce qu'il faut dans un Grand Prix, c'est franchir la ligne d'arrivée. Alors si je comprends bien, Monsieur Balestre, on ne discute pas. Vous dites à Prost, c'est à prendre ou à laisser. Non, j'ai réuni tous les pilotes hier, je discute avec eux. Ils étaient tous là et je vous signale que c'est l'avis unanime de tous les ingénieurs d'approuver les règlements actuels. Je leur ai annoncé que l'année prochaine, ils auront 180 litres. Il faudra encore que les voitures soient plus performantes pour apporter un progrès technologique à l'industrie. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'électronique est installée sur toutes les voitures et c'est très important que le sport automobile soit lié avec l'industrie automobile. Mais alors, Prost vous dira, ça fait encore plus de technologie et moins de brio dans le pilotage. Oui, mais ce n'est pas une hirondelle qui fait le printemps et ce n'est pas un Prost qui fait les règlements. Nous sommes responsables des règlements, nous sommes responsables de la sécurité, nous avons un très beau championnat du monde et nous maintiendrons nos règlements aussi longtemps que la valeur sportive de ce championnat sera établie. Alors pourquoi vous descendez? Vous êtes passé, l'année dernière c'était 220 litres je crois, cette année 195, l'année prochaine 180, vous allez descendre encore? Mais cher monsieur, je dois vous dire une chose, c'est que nous avions un objectif qui était fixé à 600 chevaux. Je vous signale que pendant les essais vendredi à Imola, on a pu noter sur certains points du circuit des voitures qui développaient 1200 chevaux.
Je vous signale qu'il n'est pas possible de laisser une expansion continuelle aux puissances des voitures et aux vitesses, et périodiquement, nous remettons en place les règlements. Nous l'avons fait souvent. Je vous signale que le rendement des voitures aujourd'hui est 3 fois plus important que ce qu'il était il y a 3 ans, et c'est une chose logique. L'année dernière, je vous répète, en début d'année, on a fait les mêmes critiques et on a eu un très beau championnat du monde avec une bataille très ouverte. Cette année, il y a 7 grands constructeurs qui sont dans le championnat du monde. Ford est revenu cette année et c'est un sommet technologique qui a toute sa valeur, croyez-moi, et on peut faire confiance au pouvoir sportif. Monsieur Balès, vous comptez rencontrer quand même Alain Prost pour vous expliquer avec lui? Mais je vous répète que je l'ai rencontré hier avec tous ses collègues. Tous les pilotes, les 26 pilotes étaient réunis avec moi hier et ils ont admis qu'ils devaient respecter les règlements. D'ailleurs, Prost devrait s'adresser à son team manager qui exige l'application de ce règlement. Donc c'est son employeur, qu'il s'adresse à son employeur s'il veut, car il n'a pas à faire la loi tout seul. La loi est la même pour tout le monde. Merci Monsieur Balès d'avoir été notre invité en direct d'Ajaccio. Pour le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2, ce sera à 23h10 avec Philippe Arroir qui recevra Monsieur Courtier et parlera également du Japon. Et à propos du Japon, eh bien, je vous rappelle qu'il y a une formule française d'Asahi Shimbun, qui est un journal qui tire à 12 millions d'exemplaires chaque jour. C'est en français, premier quotidien japonais en français. À demain 20h, bonsoir, merci.